Merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Pour vous présenter un peu le thème d'aujourd'hui, on va parler de l'employee advocacy. Donc Charlie vous fera une petite description un peu plus tard pour que ce soit plus clair. L'idée, c'est comment faire en sorte d'engager vos collaborateurs dans la communication un petit peu de votre entreprise, en faire des ambassadeurs pour que ça impulse davantage votre marque employeur et l'engagement aussi. Donc aujourd'hui, évidemment, comme toutes les semaines, je suis là pour présenter le sujet. Moi, je suis Talent Acquisition Manager chez Assess First et je suis accompagnée du coup de Charlie Chevalier qui est notre Brand Content Manager. Exactement. Merci beaucoup Aurélie. Alors, comme Aurélie a pu vous le dire, on va parler d'employee advocacy. Donc, on va commencer déjà tout simplement par qu'est-ce que c'est que l'employee advocacy. Comme nous le dit Jamie, alors il faut se dire, moi je suis au marketing, normalement je suis spécialiste des photomontages, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Jamie nous dit que l'employee advocacy, en fait, c'est un mécanisme par lequel une entreprise ou une marque mobilise ses salariés pour en faire des ambassadeurs en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me dire c'est cool, mais c'est quoi un peu les buts? Il y a deux, on va dire, objectifs principaux. Donc, le premier, c'est un enjeu qui va être commercial, donc c'est forcément avoir plus de visibilité et générer plus de leads, mais c'est aussi améliorer sa marque employeur avec forcément des collaborateurs ambassadeurs. Il y a eu diverses études qui ont été menées par toutes ces belles boîtes, donc Google, IBM, Cisco, Gartner et LinkedIn, tout ça compilé en fait par Socialymap et qui nous donne 3 chiffres clés à bien retenir. Le premier, en gros, c'est qu'un post qui va être partagé, donc, l'exemple est vraiment sur LinkedIn, un post qui va être partagé par un collaborateur ambassadeur plus que par la marque elle-même aura en général 561% de reach en plus, donc en gros de visibilité en plus et d'engagement en plus. Il y a un deuxième, c'est que si jamais ce post renvoie vers votre site internet, le trafic vers votre site internet en fait, sera amélioré de 250%, donc 5 fois plus. Et enfin, la génération de leads, donc de prospects potentiels, va être améliorée de 25%. Donc voilà, nous au marketing, forcément, c'est des chiffres qui nous parlent beaucoup et qui sont très importants pour nous. Après, voilà, pour le vulgariser, moi, je ne suis pas du tout mathématicien, mais par contre, un calcul très simple, c'est que si vous avez 300 contacts sur LinkedIn, donc c'est la moyenne des Français, que vous multipliez ça par 50 collaborateurs, forcément, les plus matheux d'entre vous l'auront bien vu, ça vous fait un reach potentiel de 15 000 personnes. Donc, c'est quand même pas négligeable, si vous voulez, que ça soit pour les enjeux business ou pour les enjeux de marque employeur. Pareil, comme je vous dis, moi, je ne suis pas mathématicien, mais imaginez juste pour ceux qui sont bons en maths, si vous avez 2000 contacts, le reach potentiel que vous pouvez avoir. Ensuite, forcément, je vais vous parler un peu de comment la mettre en place, parce que là, j'ai été très, très vite sur l'employee advocacy. Mais voilà, nous, chez Assess First, quand on a décidé en fait, de s'y pencher, c'était au courant d'année 2018, on a commencé en fait, à faire à la place des collaborateurs en utilisant un outil. Je n'ai plus du tout le nom, voilà, vous pouvez me le demander dans les questions, je vais le retrouver après. Qui est en gros de faire les posts à la place des collaborateurs. C'est-à-dire que tous nos collaborateurs nous avaient donné accès via une application à leur compte pour qu'on puisse poster en leur nom, que ce soit sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc forcément, on leur a laissé le choix. Il y avait beaucoup de personnes qui ne préféraient pas Facebook parce qu'ils préféraient le garder en fait, pour le privé. Mais voilà, on avait quand même pas mal de comptes LinkedIn, surtout sur notre population sales, pour poster à leur place. Donc, c'était génial parce que du coup, on pouvait maîtriser notre communication, mais en même temps, ça évitait aux collaborateurs en fait, de passer du temps là-dessus à rédiger différents messages, à repusher en fait, les contenus que nous, le marketing, en fait, on leur fournissait. Donc, on peut se dire que c'est génial, c'est super. Cependant, nous, chez Assess First, on vend quand même une solution d'évaluation du potentiel où on essaye de voir la singularité de chaque personne et forcément des messages, même si on y passait beaucoup de temps à essayer de personnaliser un petit peu, ça ne leur ressemblait pas. Et du coup, ça nous a amené à un désengagement et un désintérêt en fait, de ces populations pour lesquelles on avait pris leur compte sur tous les contenus corporels de la boîte et sur tout ce qu'on postait. Ce qui est quand même fortement dommage, puisque du coup, la seule chose qu'ils regardaient, ce n'était pas ce qu'on partageait, c'était uniquement, j'ai eu 3 likes, j'ai eu 4 likes. Bon, en fait, voilà, c'était beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Et même malgré, et ça, je suis très fort pour le faire, ma petite tête de chien battu, ça n'a pas fait avancer les choses. Du coup, on s'est dit, en 2019, on va passer sur une autre stratégie, on va plutôt les former et les accompagner à le faire par eux-mêmes, donc à ce qu'ils passent du temps dessus.
forcément, on essaie de voir, c'est-à-dire que il faut se rendre très disponible, c'est leur dire, typiquement, voilà, comme Aurélie le fait très bien, hein, sur tous ses posts, au tout début, elle venait m'envoyer son post en me disant, est-ce que tu peux regarder si c'est pas mal, tout ça. Et voilà, donc ça, c'est très cool. Il faut prendre le temps d'accompagner, lui dire, ça c'est bien parce que, ça c'est moins bien parce que. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, Aurélie. Mais non, c'est ça. Exactement. C'est pour que ça puisse ressembler à la personne qui le poste. Et voilà. Et en fait, cette technique-là, en fait, nous a apporté un engagement plus prononcé en fait, des collaborateurs, forcément, puisque du coup, ils se sentent plus impliqués dans les messages que la boîte veut transmettre, et surtout, ils se retrouvent un peu plus. De plus, un deuxième aspect qui a été très positif, c'est qu'après, tous nos collaborateurs en fait, qui souhaitaient poster, ils sont autonomes sur la curation, c'est-à-dire sur la recherche de potentiels articles, de potentiels contenus à partager, voire même certains à l'international à créer leur propre contenu. Et voilà, donc c'est absolument génial. Le seul point un peu négatif, c'est qu'il faut quand même toujours bien les encourager à le faire et toujours avoir du temps. Donc c'est pour ça que souvent, je revêtis ma petite casquette de brigade du fun pour pouvoir essayer de les accompagner. Je vois qu'Aurélie, ça t'amuse beaucoup. Elle voit très bien de quoi je parle. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder, c'est en fait, tout ça, c'est vachement bien pour le market, mais moi, à quoi ça va me servir en tant que RH, manager opérationnel, recruteur, mais même vous, en fait, en tant que juste personne. Pour votre boîte, en fait, c'est s'inspirer de tout ça, en fait, pour votre marque employeur et votre engagement, puisque forcément, si vous êtes un peu plus impliqué dans les messages que veut transmettre votre entreprise, vous allez forcément devoir connaître un peu plus les enjeux de votre boîte et les actualités. Donc, forcément, votre connaissance ne s'en verra que meilleure. Si vous êtes plus impliqué dans la boîte, en général, vous vous sentirez un peu plus concerné par tout ce qui est les enjeux de politique interne, tout ce qui est vraiment attrait à l'interne de la boîte. Mais également, vu que vous allez vous spécialiser un peu pour votre boîte, votre job au quotidien, vous allez trouver un peu plus de sens puisque vous allez rechercher, par exemple, pour un sales, plus de techniques de vente, pour essayer d'avoir des choses à parler. En général, ça mène aussi, l'engagement amène forcément de l'investissement, plus prononcé dans l'entreprise. Si jamais, par exemple, chez nous, on a un comité des fêtes ou ce genre de choses, vous allez plus vous intéresser à ce qui est fait et peut-être essayer d'apporter votre soutien ou ce genre de trucs. Enfin, forcément, si vous voulez échanger avec du monde, vous allez vouloir valoriser en fait votre plus-value, votre expertise sur votre métier. Et pour pouvoir valoriser votre expertise métier, vous allez développer votre réseau personnel. Puisque si vous ne pouvez pas parler tout, vous pouvez vous parler tout seul, après c'est votre problème, c'est plus le nôtre, mais en général, on cherche quand même à essayer d'échanger avec nos pairs. Et en fait, la somme de tout ça, ça contribue à améliorer votre personal branding. Et là, j'arrive déjà à mon dernier point. Et mon dernier point, c'est le personal branding, en fait. Pourquoi il faut commencer par ça? Puisque à vouloir mettre en fait tout de suite en place plein de choses comme nous, on avait pu, comme j'ai pu vous dire, commencer à faire en voulant faire à la place d'eux, à la place des autres, ce qui peut être une très bonne méthode pour certaines boîtes, à vous d'analyser. Mais à vouloir faire à la place d'eux, en fait, on en oublie que sur les réseaux, on a aussi une identité. Et le personal branding, c'est ça, en fait, c'est votre identité. Donc, sur les réseaux ou en dehors, mais là, on va surtout s'atteler à votre personnalité sur les réseaux sociaux. C'est votre image de marque, l'image que vous véhiculez de vous-même. Typiquement, en fait, juste en petite intro, moi, par exemple, le matin, j'aime bien aller voir, en fait, lire des blogs pour pouvoir ensuite en parler. Donc, moi, un de mes blogs préférés, c'est Vice, même si en ce moment, c'est beaucoup trop orienté coronavirus, comme vous pouvez le voir, et je n'ai pas d'autre chose du coup à parler. C'est pas fou, d'où ce webinaire où ça nous sort un peu de notre quotidien, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc moi par exemple, je vais aller lire des blogs ou sinon je vais aller voir les vidéos de mes youtubeurs préférés. Donc là par exemple, Labuche, un de nos collègues qui goûte toutes les bières dans le monde et j'adore sa chaîne, je vous invite à la rejoindre. Ou alors je vais aller voir le petit compte Instagram si vous voulez par exemple d'Assess First, mes comptes préférés où je vais scroller, je vais aller liker. Enfin, voilà, ça c'est un peu moi le matin ou même souvent dans la journée, on ne va pas se mentir sur des petites pauses. Je ne sais pas si vous retrouvez. En tout cas, si vous ne vous retrouvez pas, c'est que vous êtes peut-être plus du genre à aller voir sur Facebook. Aller regarder un peu votre famille, votre papa, votre maman qui dit chalut avec une photo de petit chat. C'est absolument génial. Mais voilà. Ou alors, sinon, vous allez voir les super actus sur LinkedIn, les toutes dernières, tout ça.
enfin voilà, en gros, vous voyez à peu près où je veux en venir. On consomme tous beaucoup de contenu en ligne. Et surtout, il faut savoir que peu importe les likes, peu importe les commentaires que vous laissez, ça laisse forcément une trace. Et ça fait partie de votre personal branding. C'est-à-dire que vous créez sans le savoir déjà votre personal branding juste en utilisant les réseaux sociaux. Puisque vous consommez oui, les blogs, vous allez repartager des choses, mais un commentaire, un like, c'est ce qui va aussi, en fait, par exemple, donner votre opinion, c'est vous donner votre aval à cette photo. Donc, vous trouvez que cette photo a un intérêt pour vous. Du coup, ça commence déjà à définir votre personal branding. Voilà, c'est un petit sujet moi, que j'aime beaucoup. Et voilà, en gros, on a chacun nos identités. On a chacun nos identités et on en a dans la vraie vie ou aussi sur les réseaux, quoi. Il y a un petit monsieur qui s'appelle Peter Montoya, j'aime beaucoup cette photo parce qu'il nous montre un peu vers l'avenir, qui est vraiment coach dans le développement personnel, si vous voulez, et que c'est lui en fait qui a été le premier à parler de personal branding, où il a déterminé qu'il y avait 8 points clés. 8 points clés qui définissaient en fait qui vous êtes sur les réseaux. C'est la loi en gros Peter Montoya, donc je ne vais pas m'y attarder, parce que même si ça a forcément un intérêt, hein, donc après vous pouvez regarder un peu et mettre vos cas, spécialisation, quel leadership. Le leadership, c'est comment vous allez discuter un peu sur les réseaux. Est-ce que vous allez plutôt vouloir prendre l'ascendant sur un poste, à donner votre avis, à ne rien lâcher, ou plutôt être un peu plus dans le retrait, genre voilà, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Puis après, il y a votre personnalité, unité, persistance. Il y a plein de choses en fait qui amènent à construire votre identité sur le personal branding. Cependant, si on s'attarde qu'à ça, on peut très vite devenir un gros menteur. Un gros menteur. Donc ça, c'est Jim Carrey, un film Menteur, un de mes films préférés, que j'ai eu la chance de re-regarder pendant le confinement. Hein. Et en gros, vous pouvez très vite devenir un menteur parce que vous allez voir vous construire en fait votre identité et peut-être des fois en mentant un peu. Et c'est Pierre Bourdieu qui en parle dans son ouvrage La Distinction, et où il parle en fait que les individus ils cherchent à se distinguer forcément des différentes classes de la société, mais même de leur même classe. Et c'est assez intéressant, mais du coup, si on l'applique au réseau, en général, on peut essayer d'en faire un peu trop ou justement de vouloir complètement changer son identité, quoi. On va revenir rapidement à Montoya. Du coup, Montoya, en fait, il a aussi eu quelque chose d'un peu plus, quand même, de très smart, c'est de se dire 6 questions à se poser avant de se lancer, en fait, dans toute cette démarche de personal branding. La première des questions, c'est qu'est-ce que je veux? En fait, c'est des questions très simples, hein, mais si vous essayez d'y répondre, et je vous conseille de le faire vraiment, ça peut devenir un peu plus complexe à y répondre. Donc, qu'est-ce que je veux? Moi, par exemple, qu'est-ce que je veux? En fait, je veux vraiment montrer à beaucoup de monde en fait, que j'ai de la plus-value. Donc, typiquement, avec ce webinaire sur l'employé advocacy ou sur d'autres sujets de mes passions. Quoi. Mon objectif principal, c'est de pouvoir en gros aider des personnes, si vous voulez, à comprendre certains enjeux par rapport à mes spécialités. Qu'est-ce que je fais? Typiquement, par exemple, ce webinaire, c'est tout simple. Hein. Pour qui je le fais? Est-ce que c'est uniquement pour Assess First, uniquement pour vous ou aussi un peu pour moi? Je ne sais pas. Voilà, je vous laisse deviner. Qu'est-ce que je vaux? J'espère quand même que ça va. Sinon, ça sera un peu dommage quand même. Aurélie a l'air de sourire. J'espère que ça va. Et ensuite, la dernière question, c'est comment je le vends. Donc, vendre, c'est pas c'est comment je le vends, c'est comment j'en parle et quel ton en fait je peux adopter. Et en fait, si vous répondez à ces 6 questions, ça vous aide en fait à découvrir qui vous êtes et de pouvoir apprendre à le dire aux autres. En gros, c'est vraiment le personal branding qui est en gros vous dans une stratégie d'employé advocacy. Si vous voulez, c'est apprendre en fait c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant puisque c'est apprendre à dire aux autres qui vous êtes. Donc, vous y gagnez parce que vous découvrez qui vous êtes et en plus, vous le dites vachement mieux à d'autres personnes. Et c'est là où je peux du coup laisser la main à Aurélie pour parler de stratégie gagnante pour tout le monde. Tout à fait. Je te laisse départager ton écran. C'est bon? Hop. Parfait. C'est bon, on voit? Ouais. Génial. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet sur comment est-ce qu'on a mis ça concrètement chez Assess First.
comment est-ce qu'on l'a identifié, comment est-ce qu'on l'a compris, etc. Donc évidemment, c'est une stratégie qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, que ce soit RH, collaborateurs, business. Et en fait, ce qu'il faut retenir dès le départ, c'est que vos collaborateurs, c'est déjà des ambassadeurs malgré eux. En fait, vous avez déjà un pied dans l'employee advocacy avant même de le savoir. Tout simplement parce qu'on est dans une génération et avec des candidats qui sont hyper digitaux, qui vont commencer à se renseigner sur les entreprises. Plus de 90% des candidats se renseignent sur l'entreprise dans laquelle ils veulent postuler. Et il se trouve que beaucoup d'entre eux vont contacter les collaborateurs pour avoir des informations sur l'entreprise. Donc déjà à ce niveau-là, vous avez un contact entre vos collaborateurs et des gens de l'extérieur. Et les petits messages que vous pouvez voir, c'en est la preuve, c'est des messages qui sont assez récents chez nous. Et je suis certaine qu'il y en a plein, j'en suis même pas au courant. Donc là, en tout cas, c'est des contacts dont j'ai connaissance ou que ce soit des candidats qu'on a recrutés d'ailleurs ou qu'on n'a pas recrutés, ont contacté nos collaborateurs pour avoir des informations sur le processus de recrutement, sur comment ça se passe, etc. Donc en fait, votre stratégie d'employé advocacy, elle commence comme ça, vous l'avez déjà entamée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines stats et certaines études qui ont démontré que évidemment que les personnes qui souhaitent se renseigner sur l'entreprise vont aller contacter directement des collaborateurs, puisque 3 personnes sur 10, 3 utilisateurs en tout cas sur 10, n'ont pas confiance dans le contenu qui est transmis par une entreprise sur son compte professionnel, en fait, sur le compte de l'entreprise. Ce qui est assez énorme, surtout quand on voit que 9 personnes sur 10 font confiance à une personne de leur réseau. Donc en fait, ça devient naturel pour les candidats d'aller se renseigner sur des pages justement comme Glassdoor, j'en parlais la semaine dernière, mais aussi d'aller se renseigner auprès de vos collaborateurs. Donc en fait, cette stratégie d'employé advocacy, elle devient non seulement naturelle, mais ça devient évident. Il faut la mettre en place parce que vos candidats, ils sont déjà devant vous. Ils ont déjà commencé à contacter vos collaborateurs. Donc, c'est à vos collaborateurs de suivre le rythme et de s'ajuster en fait à ce que les candidats aussi attendent. Et donc, déjà là, vous faites une grosse amélioration sur votre crédibilité. C'est vos collaborateurs qui sont plus crédibles que vous, malheureusement, qui sont plus crédibles que l'entreprise. Mais l'employé advocacy va aussi vous permettre d'avoir davantage de visibilité. Diffuser du contenu via vos collaborateurs, ça permet beaucoup plus de visibilité. Évidemment, puisque vous accédez à tout un système de réseau, comme Charlie vous expliquait un petit peu plus tôt, qui est énorme, auquel votre page entreprise, qui a peut-être, je ne sais pas, 10 000 abonnés aujourd'hui, c'est assez limité. Là, vous avez accès à beaucoup plus de monde. Et je vous donne l'exemple de mes posts LinkedIn. Je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail. Alors, je n'essaye pas du tout de me faire mousser. Mais je vous donne un exemple concret de comment ça s'est passé pour moi. J'avais commencé en décembre, du coup, à faire mes premiers posts LinkedIn dans une démarche de personal branding. C'était exactement ça, puisque j'ai commencé à écrire des posts qui n'avaient absolument rien à voir avec Assess First. L'idée, c'était vraiment de faire ça sur moi, de voir un petit peu le type de contenu que j'avais envie de poster. Et c'était sous forme de challenge que Simon, manager, m'avait imposé en quelque sorte, un post par semaine. Il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné puisque c'est des sujets qui me touchaient personnellement en tant que RH et j'avais envie de partager en fait mon expérience. Donc aujourd'hui, je pense que si vous allez sur ma page LinkedIn, il y a très peu de contenu qui concerne Assess First au final. Mais déjà, rien qu'avec ça, on assimile en fait mon image personal branding à l'entreprise, forcément. Et donc, j'ai pas mal de personnes qui vont me contacter aujourd'hui, déjà parce qu'elles ont un attrait pour les posts que je peux uploader sur LinkedIn, mais aussi parce qu'elles y assimilent Assess First, déjà par l'image, ma photo de profil qui a le fameux petit cercle qui est assez connu. Et donc, j'ai des personnes qui me disent, ok, vos posts sont cool, mais l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle a l'air cool aussi. Donc, c'est aussi important d'encourager vos collaborateurs à faire ça parce que vous touchez beaucoup plus de monde. La 850 000, jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer un jour faire un post vu par 850 000 personnes. Alors, je vous le dis très honnêtement, ça ne m'avait pas traversé l'esprit du tout. Et donc là, c'est 850 000 personnes qui sont potentiellement des candidats, qui sont potentiellement du business. Voilà, rien que là, je viens de déployer le funnel d'acquisition potentielle de Assess First. Donc, c'est plutôt pas mal. Et justement, je vous parlais de potentiels candidats, c'est que diffuser du contenu via vos collaborateurs, évidemment plus de visibilité, plus de crédibilité.
et donc de meilleures chances de recruter. On va faire un petit exercice assez simple. Imaginons que vous avez un candidat, il est dans votre process de recrutement et il est aussi dans le process de recrutement d'une autre structure et il arrive à la fin où il a un peu le choix. Il a un poste équivalent, il a eu un bon fit avec les 2 managers, il a une rémunération qui est identique. Qu'est-ce qui va se faire? Comme tous les bons candidats, ils vont se renseigner sur l'entreprise. Déjà, il va faire un petit tour sur Glassdoor. D'un côté, il va avoir une note de 2,9, de l'autre côté, une note de 5. Bon, après, on se dit c'est Glassdoor, ça peut être des avis qui sont imposés, on ne sait pas. Bon, on peut s'imaginer n'importe quoi, mais déjà, c'est une première alerte. Deuxième point, encore sur Glassdoor, on voit qu'il y en a une qui est recommandée à 100%, l'autre qui est à 45%. Bon, deuxième petit point d'alerte, on se pose quand même la question. Troisième point, on voit que la page LinkedIn de la première entreprise est littéralement vide, qu'il y a 0 contenu. De l'autre côté, on voit que les collaborateurs partagent des informations. Tiens, Charlie, il a fêté son anniversaire, ça a l'air de bien se passer. Il a l'air d'être plutôt épanoui dans la boîte. Emmanuel, elle a partagé un contenu sur une formation qu'elle a faite avec un client. Ils étaient plutôt nombreux, ça a l'air sympa aussi. Quentin, il a posté une photo de lui. C'est plutôt marrant dans la période du Covid. Et on va continuer comme ça. David et Gareth, tiens, ils sont partis en voyage professionnel aux États-Unis, ils partagent ça. C'est plutôt amusant. Autre chose, même si ça ne concerne pas les collaborateurs directement, on va peut-être se renseigner, on est dans l'ère du digital encore, sur la page Instagram. L'autre entreprise n'a pas de page Instagram. Tiens, Salesforce, ils accueillent leurs nouveaux, ils postent des photos, c'est plutôt accueillant, c'est sympa. Faites les anniversaires aussi, ça c'est plutôt cool. Et ils fêtent aussi Halloween. Vous voyez, c'est plein de petits éléments qui... alors là, je vous ai montré la page Instagram qui concerne l'entreprise, mais on revient sur l'aspect collaborateur. Rien que le fait d'avoir des informations transmises par les collaborateurs, mettez-vous à la place du candidat. Vous, en fait, c'est plutôt sympa. Les collaborateurs sont investis dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Ils ont l'air d'y être bien. Ça va forcément pousser le candidat à se diriger plutôt vers l'entreprise de droite, à Salesforce. Et donc, moi, suite à ces différents posts LinkedIn que j'ai pu faire, j'ai également des personnes qui me contactent en direct pour candidater, tout simplement. Donc, le volume de candidatures que j'ai maintenant, il est beaucoup plus important que celui que j'avais avant au travers de mes annonces ou au travers de la chasse que j'ai pu faire. Maintenant, j'ai vraiment des personnes qui ont regardé les posts, me disent vos posts sont plutôt intéressants. L'esprit de la société a l'air plutôt sympa au regard de ce que j'ai pu apprendre via les collaborateurs, via les différentes pages. Est-ce qu'on peut en discuter? Donc voilà, c'est un nouveau point positif en tout cas. Ok, super, très sympa. Je vous ai montré un petit peu mon cas perso. Mais concrètement, si on reprend de zéro, comment est-ce que je sais si mes collaborateurs peuvent être des ambassadeurs? Toutes les entreprises n'ont pas forcément... c'est pas forcément naturel. On ne sait pas qui peut être un ambassadeur. Est-ce que mes collaborateurs ont envie d'être des ambassadeurs? Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait une enquête, tout simplement, en interne, et on est passé par Office Vibe. Donc, j'imagine qu'il y a plein d'autres outils qui existent, mais nous, en l'occurrence, il y a à peu près 1 an, on a mis en place Office Vibe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit système d'enquête, mais qui va concerner plein de critères différents. Ça peut être la communication, ça peut être justement l'ambassadorship, ça peut être la reconnaissance, etc. L'idée, c'était de recueillir un peu les feedbacks de nos collaborateurs, savoir s'il y avait des points où ils étaient contents, des points où il y avait de l'amélioration, qu'ils puissent nous fournir du feedback, qu'on en fasse quelque chose, des plans d'action pour améliorer. Et en l'occurrence, vous avez une catégorie ambassadorship dans Office Vibe. Et qu'est-ce que c'est que l'ambassadorship? Avant de vous montrer les stats, c'est une notion de fierté, c'est une notion de est-ce que je recommanderais mon entreprise? Et il se trouve qu'à Salesforce, tu as une note de 8,8 sur 10, je précise, en ambassadorship. Et Office Vibe vous permet aussi d'accéder aux stats nationales. Et la stat nationale, c'est plutôt 8 sur tous les secteurs d'activité. Donc, déjà, on réalise, ok, chez Salesforce, les personnes sont plutôt enclines, en tout cas, à être fiers de leur entreprise, à être des ambassadeurs. Ils sont prêts à communiquer, en tout cas, déjà sur le sujet. Donc, on part sur une bonne base. Si déjà, de base, vous êtes en dessous de 8 ou 6 ou peu importe, posez-vous la question de peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées en interne pour que mes collaborateurs soient davantage fiers et contents d'être dans l'entreprise. Donc, c'est une question d'environnement, etc. Ce n'est pas le sujet du webinaire, mais c'est bien déjà de faire un état des lieux avant d'entamer une stratégie, évidemment. Ok, donc maintenant j'ai fait ça, je sais que mes collaborateurs sont prêts à être des ambassadeurs. C'est quoi la prochaine étape? J'identifie ce qu'on appelle les LinkedIn influenceurs. Alors, j'aime pas trop ce terme, je trouve que ça fait un peu tuto beauté YouTube, mais c'est le terme qui est employé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un LinkedIn influenceur?
et ben, c'est les personnes qui vont assez naturellement et spontanément partager du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un à qui on n'a pas besoin de le dire. C'est quelqu'un qui est à l'aise à l'idée de le faire. Donc, en l'occurrence, nous, on a quelques personnes en interne chez Access First qui vont le faire assez naturellement. L'idée, en fait, c'est de faire ça sous forme de vague. Vous ne pouvez pas imposer à tout le monde de le faire. Et Charlie vous parlait un peu des outils un peu plus tôt. On vous donnera les noms à la fin. N'hésitez pas à poser des questions. Mais il faut faire ça sous forme de vague et commencer, en l'occurrence, par les influenceurs. Ça sera beaucoup plus facile parce que vous avez des personnes qui sont déjà investies et l'effet d'équipe, l'effet de groupe, la dynamique que ça peut enclencher, bah, c'est beaucoup plus facile. Quand vous voyez 3 personnes qui commencent à partager du contenu dans votre entourage, bah, ça va peut-être vous inciter à vous dire « Ah, peut-être que ça peut fonctionner pour moi aussi. » Vous voyez, c'est un peu ça la dynamique. Mais ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est ne pas imposer. Tout le monde n'est clairement pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Même moi, je ne l'étais pas il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais bon, je me suis fait un peu violence. Certains n'ont pas envie de le faire et ça se comprend totalement. Et ce serait même la pire stratégie à faire puisque c'est là où vous aurez certainement le moins de résultats. Parce que juste l'action en fait, de partager un contenu sans y mettre votre personnalité ou la culture de l'entreprise, en fait, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée. Vous n'allez pas avoir forcément de retour. Ce qui a le plus d'impact, comme disait Charlie un peu plus tôt, c'est de mettre du vous, en fait. C'est de mettre de la personnalité. Donc, ça ne sert à rien d'aller dire à tous vos collaborateurs bah, partage. Ça ne fera pas grand-chose. Engagez des personnes qui sont déjà à fond dedans. On va dire ça comme ça. Autre chose aussi que nous, on a décidé de faire chez Access First, et Charlie vous en a parlé un petit peu, c'est de privilégier plutôt la formation et la sensibilisation. Nous, on n'est pas du tout dans le contrôle de l'image. Alors, je sais qu'il y a certaines entreprises, ça leur fait peur. Elles se disent, mais je vais mettre un contenu qui n'est pas du tout en phase avec ma culture, je vais me faire remonter les bretelles par mon manager, si je dis le mot de travers. Ça dépend de votre entreprise et je ne peux pas le faire à votre place, malheureusement. Nous, chez Access First, on a décidé un peu de délier les langues. Chacun a la liberté de poster le contenu qu'il a envie. On n'est pas du tout dans ce principe de contrôle. Pour autant, on va accompagner nos collaborateurs, on va les former et les sensibiliser. On disait de ne pas forcer, mais ça ne vous empêche pas de leur expliquer pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? Et ça a un impact business, visibilité, crédibilité, tout ce qu'on vous montrait un peu plus tôt. Donc, Charlie, en tout cas, nous fait des petites formations de temps en temps et des petits rappels sur pourquoi est-ce qu'il faut le faire, comment le faire aussi. On va nous expliquer en termes d'expression écrite sur peut-être des choses qui sont mieux dans le contexte Access First et qui peuvent ne pas être dites ou qui devraient être dites. Et par exemple, moi, la première, Charlie l'a dit, c'est que je vais aller envoyer mes posts LinkedIn au marketing avant de les poster sur LinkedIn. Comme ça, j'ai juste une petite validation. En fait, je m'auto-rassure. C'est un peu ça l'idée. Mais le marketing, c'est un peu leur spécialité, les réseaux sociaux. Ils savent de quoi ils parlent. Et n'hésitez pas à les solliciter pour vous assurer que vous êtes dans la ligne, en tout cas, dans la communication que veut aborder l'entreprise. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils seront même ravis qu'il y ait des personnes qui soient volontaires à l'idée de les solliciter et de partager leur contenu. Et donc, la dernière étape que nous, on va faire, c'est leur fournir du contenu. On vous l'a dit, c'est pas facile, c'est pas simple pour un collaborateur de partager du contenu, d'écrire des posts. Même moi, je peux mettre des jours avant d'avoir une trame précise. Franchement, c'est long, c'est pas inné pour tout le monde, on l'avoue. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un channel Slack qui est un outil de communication instantanée, de messagerie en tout cas pour l'entreprise. Et on a un channel qui permet à l'équipe marketing, en fait, et même justement aux fameux influenceurs que je vous ai montré un peu plus tôt, Brice partage également, mais de poster les contenus de LinkedIn sur ce channel pour que tout le monde puisse aller mettre un like, qu'on s'engraine mutuellement dans l'entreprise en tout cas. Et ça impulse une dynamique, et surtout pour les personnes qui ne savent pas comment faire, par quelle boule prendre, quoi partager, c'est bon, le contenu est là. Vous leur mâchez le travail. Vous leur donnez à disposition du contenu qui est déjà prêt. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elles de devenir des ambassadeurs en commençant peut-être par là. Voilà. Donc, juste pour faire un petit reminder des étapes qu'on a suivies pour mettre en place cette stratégie. Donc, on a fait notre première petite enquête d'ambassadorship pour s'assurer que nos collaborateurs avaient cette envie et cette fierté, cette appétence pour la communication, la capacité à être des ambassadeurs, tout simplement. Puis, on a identifié les influenceurs pour faire ça sous forme de vague. On a sensibilisé et formé nos collaborateurs.
toujours dans cette démarche de ne pas contrôler l'image. Ils sont autonomes sur le contenu qu'ils veulent diffuser. Et enfin, on leur fournit du contenu. Voilà pour nous. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Je ne sais pas s'il y en a qui ont été posées pendant que je parlais. Non. Pas de questions. Non, il y avait juste eu pour l'outil pour poster à la place 2. Donc, du coup, j'ai répondu dans les questions. C'est Limber, Limber, où ils avaient un super service client, une super plateforme. Et je vous encourage, du coup, si ça vous intéresse, à aller voir leur site internet. Et pour vous parler du coup du webinaire de la semaine prochaine, qui sera sur le thème de la présélection. L'idée, c'est un peu de voir de quelle manière Assess First aborde la présélection des candidats et notamment la présélection sans CV. Donc, ça peut être intéressant de voir quelles sont les alternatives qui existent et comment nous, on a mis ça en place en tout cas. Et je serai accompagnée de Simon Baron qui est en charge de notre cellule recherche et innovation chez Assess First. On a une petite question, c'est une démarche de récompense mise en place. Alors, nous, on n'a pas été pour. Après, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, c'est une question de Louis. Hein. Et nous, on préfère pas le faire parce qu'en fait, comme on a pu le dire, en fait, comme Aurélie a pu le dire et comme j'ai pu le dire à la fin de ma présentation, on est plus dans une démarche en fait, de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on se met à récompenser, ça ne sera pas forcément naturel, ça sera plus pour obtenir quelque chose qui n'a rien à voir en fait, avec se spécialiser et être vraiment soi-même. On va plus, en donnant des récompenses, aller chercher à adresser, si vous voulez, adresser la personne à ce qu'elle fasse ce qu'on veut, alors que tout ce que j'ai pu au début expliquer, c'est plus qu'elle se ressemble elle-même et qu'elle puisse en fait parler de ses expertises qui la touchent pour être Ouais, c'est un peu dommage en fait. Vous perdez à faire ça, vous perdez un peu le côté engagement naturel que les personnes ont pour vos entreprises et vous les incitez à partager uniquement pour une récompense. Donc, elles se sentent plus investies par la mission de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Après, il y a aussi, il peut y avoir une espèce de démarche de récompense en en gamifiant un peu la chose, c'est-à-dire pas dire, en gros, il y aura ça à gagner, ou aussi le dire, mais mettre ça plus dans un groupe, de dire, celui par exemple qui aura fait, je sais pas, le plus de likes, mais il faut que ça soit très juste par exemple pour lancer, voilà, une fois, et ensuite essayer de les plus rentrer dans toute cette phase de sensibilisation. Ah, j'ai mal exprimé ma question. Une démarche de challenge avec récompense. Ah, voilà. Ah, là, oui. Ça peut être bien, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais juste pour le lancement et toujours ne pas oublier de former et sensibiliser à pourquoi ils le font, plus que pour la récompense. C'est bien pour lancer l'initiative, je pense. Après, sur le long terme, j'ai pas après, c'est juste mon opinion, enfin mon avis, parce que nous, on ne l'a pas essayé. Et à vrai dire, je ne suis pas trop pour. Voilà. Je suis plus sur l'aspect formation, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Et on a combien de temps faut-il compter pour avoir les premiers résultats d'une stratégie employee advocacy? Alors, combien de temps? C'est à vous à vous de le définir en fait. Si vous dites sur un mois, il faut juste voir en fait les personnes que vous avez dans votre équipe et comment elles vont s'impliquer. S'il y a un engagement très fort et une implication très forte dès le départ, en fait, en un mois, vous pouvez déjà analyser ce qu'il y avait un mois avant et un mois après. Sur les réseaux sociaux, souvent on parle de KPI, de Key Performance Indicator, hein, et les KPI, en gros, c'est à vous de les définir sur quoi vous voulez vous baser. Moi, je conseillerais plus un bon trimestre, 3 mois, 3 mois, quoi. 3 mois pour voir les bénéfices, quoi. Et après, c'est quand même quelque chose qui est assez dur à quantifier, dans le sens où on reprend l'exemple de mon post LinkedIn aux 850 000 vues. Je suis personnellement plutôt convaincue que ça a un impact peut-être sur le business, qu'il y a des gens qui ont été convaincus que Assess First c'était sympa et qui ont compris des démos ou quoi. Mais en fait, je suis incapable de savoir personnellement, peut-être que d'autres personnes de l'entreprise au niveau des sales, par exemple, le sauront, mais je ne sais pas du tout si ça a eu un impact réel sur l'entreprise. Donc, c'est dur en fait de quantifier, savoir est-ce que ça provient du post LinkedIn d'Aurélie, est-ce que le candidat là, il vient d'un post que Charlie a pu faire. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile à suivre. Ça a un impact, ça c'est clair, mais
Il faut des indicateurs très précis et un suivi. C'est le gros problème de tout ce qui est question de notoriété, c'est pour le mesurer, c'est à vous de définir en fait comment vous voulez le mesurer. Et il y a plein de façons. Il y en a qui vont juste compter les likes, il y en a qui vont juste compter la portée. Après, voilà, comme le disait Aurélie, typiquement, elle a beaucoup de messages entrants sur des jobs, sur un peu n'importe quoi. Même moi, là, depuis le confinement, je commence un peu à m'y remettre, à poster un peu plus et tout ça. Et typiquement, on a ouvert un job dans l'équipe marketing et une personne est tout simplement venue me voir en direct pour en savoir un peu plus sur le job. Ça m'était jamais arrivé avant alors qu'on avait déjà ouvert des jobs. Mais dès qu'on est un peu plus dans une démarche, on peut déjà en fait en compter les résultats. J'espère qu'on a bien pu répondre. Et quelle est la moyenne de postes prévisibles par collaborateur? Moi, à titre perso, j'ai commencé avec 1 par semaine parce que c'était plus facile pour moi psychologiquement de me lancer dans cette démarche. Et moi, je suis plutôt à l'aise avec ça. Après, je ne sais pas si c'est plus efficace d'en faire plus, mais pour commencer, en tout cas, je trouve que 1 par semaine, c'est plutôt pas mal. C'est déjà vraiment pas mal pour débuter. Ouais. C'est pareil. Ça, c'est toujours à vous de définir en fait le temps que vous pouvez y allouer et comment en fait vous voulez y aller. J'ai une petite question, c'est pourquoi avez-vous tous des cercles verts sur vos profils LinkedIn? En fait, c'est notre radar shape qui en gros le vert foncé, c'est notre pourcentage de personnalité, de leadership pardon, dans notre personnalité. Le plus clair, créativité. Le gris clair, rigueur, et le gris foncé, empathie. En fait, c'est quand vous passez shape, vous avez tous vos résultats. Et du coup, ça fait une unité. On nous reconnaît assez facilement, du coup. On sait que quand il y a le petit cercle vert, c'est Access First. C'est comme la licorne, voilà. Ça nous représente. Il y a une autre question aussi sur le risque de départ des profils ambassadeurs, notamment sur les profils assez recherchés comme les profils IT. Un peu frileux à l'idée de les exposer encore plus aux chasseurs de tête. Ouais, je comprends. C'est très pertinent comme question. Après, je ne veux pas être assez négative, mais c'est vrai que l'IT, j'ai l'impression que c'est quand même moins propice et moins volontaire à l'idée de tout partager du contenu sur les réseaux quand ils ont un profil LinkedIn. Et comme j'ai pu montrer, par exemple, Labuche a sa chaîne YouTube où il goûte des bières dans le monde, ça fait partie de son personal branding. Non, mais sans blague. Il y a un risque, forcément. Il y a un risque. Forcément, c'est comme partout. Si on a plus de visibilité, on peut susciter un peu plus d'intérêt. Et voilà. Après, il faut juste partir du principe. Si votre collaborateur il est bien chez vous et il est engagé et concerné par ce qu'il fait au quotidien, il n'y a pas de raison de partir. Ouais, c'est un travail à faire aussi de votre côté pour le retenir, bien sûr. Moi, je n'ai pas l'impression que l'IT soit vraiment les personnes visées, en tout cas par le personal branding et par l'employee advocacy, parce que naturellement, ils vont moins sur les réseaux. Et surtout que, par exemple, même sur nos développeurs à nous, hein, on en a qui n'avaient pas de compte LinkedIn avant d'arriver chez nous. Hein, donc, on en est à ce niveau-là. Mais par exemple, le côté, les recruteurs, c'est un métier qui est assez demandé en ce moment. Et les recruteurs commencent à développer de plus en plus leur personal branding. Je pense que vous-même, vous en suivez peut-être plusieurs. Donc là, en effet, la question peut se poser. Mais je prends mon exemple perso encore une fois. Moi, je suis chez Access First, j'y suis très bien. Et pour aucune raison au monde, à l'heure actuelle, j'envisagerais de partir. Et mes posts LinkedIn, ils ne changeront rien. J'ai beau être chassée régulièrement. C'est l'entreprise, elle fait en sorte que je n'ai pas envie de partir. Donc, en fait, la question ne se pose pas plus que ça. Mais je comprends la question. Ensuite, est-ce que solliciter les collaborateurs au personal branding suppose la mise en place d'un système de cooptation par Aurore? Ouais, on a un système de cooptation évidemment parce que grâce à ça, alors pas forcément, hein, mais pas forcément uniquement grâce à ça, mais notre cooptation, ça fonctionne plutôt bien chez Access First. On a pas mal de nos recrutements qui en proviennent. Et donc, on a évidemment un système de cooptation avec une récompense, etc. Bien sûr, c'est lié. Et je pense que beaucoup d'entreprises le font. Il y a très peu d'entreprises qui n'ont pas de système de cooptation. Mais c'est pareil, c'est amélioration de visibilité, amélioration de notoriété. Forcément, ça va très très bien avec un système de cooptation. Ouais, il vaut mieux encourager. Autant la cooptation, c'est quand même une autre démarche. On parle de recruter quelqu'un, c'est pas poster un article sur LinkedIn qui est presque trop simple, donc qui ne mérite pas forcément une récompense. Alors que le système de cooptation, c'est quand même recruter quelqu'un avec qui on va travailler au quotidien. C'est une autre démarche. Je pense que ça mérite en tout cas une certaine récompense, en quelque sorte.
On a une autre question. Les nouveaux collaborateurs peuvent-ils être des ambassadeurs ou faut-il que ce soit des collaborateurs présents depuis plus longtemps? Super bonne question. Figurez-vous que je pense que ceux qu'on peut appeler les influenceurs chez Assessfirst, c'est ceux qui ne sont pas là depuis forcément très longtemps. Je suis moi-même chez Assessfirst depuis 7 mois. J'ai pas l'impression que ça diminue ma crédibilité. J'ai l'impression que j'ai pu assimiler la culture d'entreprise extrêmement rapidement. Je suis un membre de l'équipe au même titre qu'une autre personne qui peut être là depuis 2-3 ans. On partage les mêmes choses au quotidien. Donc, il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelqu'un qui soit là depuis plus longtemps. Non, pas du tout. Si c'est une question de légitimité, c'est vous qui posez votre propre légitimité sur les réseaux. Donc, en fait, vous pouvez être depuis 2 mois, mais être très spécialisé sur un sujet et en fait parler, vous, mais avec en gros tout ce qui est un peu plus attrait à l'image de la boîte, dans ce que vous faites au quotidien. Si vous parlez des techniques sales avec d'autres sales, même si ça fait, oui, 1 mois que vous êtes dans la boîte, forcément, vous avez la légitimité. Donc, et vous serez quand même un ambassadeur de votre entreprise juste par votre statut. Donc, voilà, je suis d'accord, je rejoins complètement Aurélie, il n'y a pas en fait de différence entre être arrivé il y a 1 mois ou il y a 3 ans. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être là depuis 3 ans dans l'entreprise, mais qui ont moins d'engagement auprès de l'entreprise pour X ou Y raison. Et quelqu'un qui est là depuis 1 mois peut être extrêmement engagé. Donc, ça n'a pas forcément de lien. Et je ne pense pas que ça a un impact sur la crédibilité non plus. Je trouve que même ça a peut-être davantage d'impact parce qu'on vit le truc à 3000% quand on est en début de prise de poste. Quand j'avais mes candidats en tout début à l'arrivée chez Assessfirst, j'étais en capacité de leur dire comment s'est passé mon process de recrutement, comment je vivais mon arrivée. Et tout de suite, ils assimilent un petit peu ce que je peux leur dire à ce qu'ils pourraient potentiellement vivre. Donc, c'est même plus simple, je trouve, à certains moments. Comment mesurez-vous l'influence que vos collaborateurs ont réellement s'ils ont du reach? la fameuse difficulté à suivre l'impact de nos postes. Ouais, c'est toujours compliqué. Après, voilà, rien que sur LinkedIn, il y a l'outil LinkedIn qui permet tout simplement de voir en gros la portée. Après, c'est des calculs de taux d'engagement, hein, voir par rapport à son réseau, le nombre de clics. C'est toujours compliqué à mesurer, mais en général, le meilleur des retours, c'est le collaborateur lui-même qui va être, comme Aurélie par exemple, avec 11 000 likes, va faire waouh, mais même déjà au tout début avec 200 likes, waouh. Donc c'est déjà là, vous avez gagné quelque chose sur l'engagement de votre propre collaborateur. Après, savoir s'il a du reach parce qu'il a 3 likes, c'est toujours compliqué, mais tout dépend de son réseau, tout dépend de ce qu'il a partagé. C'est peut-être après plutôt se poser les questions. Pourquoi là, tu as très peu d'engagement et tout, c'est que tu as un réseau en fait qui est essentiellement constitué d'IT et là on parle de technique de vente. Donc forcément, ça va intéresser personne. C'est plus repose-toi les questions sur ta spécialisation ou alors, si tu as vraiment envie de parler de ça, rejoins en fait des gens avec qui tu pourras en parler et qui te ressembleraient plus. Exactement, il faut faire des tests en fait pour voir. Je vois mes premiers posts, ils ne dépassaient pas les 200. Au fur et à mesure, ça a commencé à augmenter tout simplement parce que ça s'est fait assez naturellement. Et il y a des moments, j'ai des pics à 1500, 2500, 11 000 et je ne l'expliquais pas trop au départ. J'étais mais pourquoi mon post d'avant, il a fait 200 et maintenant je suis passée à 11 000? Je ne comprenais clairement pas. Et donc, il faut revoir un petit peu le contenu. Est-ce que j'ai parlé d'un sujet qui touche davantage une certaine population? La majorité de ma population, en l'occurrence, c'est de l'IT et des recruteurs RH. Donc, il faut que j'oriente peut-être un peu mon discours vers ce type de sujet. Est-ce qu'ils préfèrent plutôt les retours d'expérience ou le partage de conseils, etc. Donc, il faut aussi s'adapter à l'audience que vous avez et poursuivre l'activité. Je pense qu'il faut mettre, comme je disais, des indicateurs très précis, mettre en place un suivi, voir en fonction des posts que vous postez, est-ce que vous avez remarqué un pic dans le nombre de démos, par exemple, que vous avez ou pas. Honnêtement, c'est assez compliqué. Ça a un impact, c'est clair, mais c'est assez compliqué, je l'avoue. Mais on est encore en train de travailler, nous, personnellement, dessus. Hein. Toujours. C'est sans cesse le renouvellement. Exactement. Et Stéphane, du coup, nous avez demandé tout à l'heure quelle était la moyenne de postes par collaborateur et quelle taille. En général, je m'impose une petite règle personnelle de pas plus de 1300 caractères. Par exemple, que je veux faire un post assez long, j'évite de faire plus de 1300. Je commence toujours par une phrase un peu accrocheuse, entre guillemets. Et si je mets une photo, en général, je mets quelque chose de beaucoup plus court. Mais grand maximum 1300 caractères. Ça, c'est mon expérience perso. Justement parce que j'ai fait le test de différents types de tailles de poste.
Et Simon qui dit, du coup, je suis d'accord, pas besoin de tout mesurer ou de se dire qu'est-ce que j'y gagne. La récompense est déjà intrinsèque à travers l'engagement que ça génère. Les conséquences de cette visibilité ne peuvent être que positives. Bien sûr. Déjà, au niveau du collaborateur, c'est une fierté personnelle. Moi, je suis très engagée auprès de Assess First. Et en fait, c'est un plaisir tout simplement de partager du contenu sur l'entreprise. Et c'est naturel pour moi. Et je pense que pour beaucoup chez Assess First, c'est le cas aussi. Donc, c'est l'objectif à atteindre. Voilà. Et ben, je pense on est pas mal. De toute façon, Est-ce que vous avez encore des questions ou c'est bon pour vous? Ça a l'air d'être bon en tout cas. Top. Bah écoutez, merci encore pour être venu à notre webinar et pour toutes vos questions. C'était super de vous voir un petit peu interagir avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour notre webinar sur la présélection. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être très intéressant. Donc j'espère vous y voir. Merci beaucoup en tout cas. merci à vous. N'hésitez pas à nous rajouter sur LinkedIn si jamais vous avez encore des questions, ce genre de choses. Forcément, en plus en période de confinement, on peut prendre un peu plus de temps pour répondre. Donc c'est absolument génial. Bon, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.